Bonsoir à tous et bienvenue dans le journal. Dans l'actualité ce vendredi, la célébration de la Toussaint, une occasion pour les fidèles de prier pour ces chrétiens qui par leur vie ont été reconnus saints par l'Église. La célébration a donné lieu à des messes dans les églises d'Abidjan. Et cette opération de déguerpissement ce vendredi aux 220 logements dans la commune d'Adjamé, les machines du ministre-gouverneur Cissé Ibrahima Bakongo ont détruit de nombreuses emprises et des commerces illégalement installés. Les habitants de 220 logements ont salué cette opération, décriée pourtant par les commerçants. Ce 1er novembre marque la célébration des saints hommes par la chrétienté. La Toussaint est un moment unique où l'Église rappelle aux hommes qu'ils sont tous appelés à la sainteté, mais en marchant dans les pas du Christ. Une célébration joyeuse qui a donné lieu à Abidjan à des messes et des enseignements. Le reportage de Mardoché Kwasi et Joseph Zekri. C'est dans cette atmosphère d'adoration, de recueillement et de prière que les fidèles de la paroisse Saint-Timothée de Yopougon ont célébré ce vendredi la fête de Toussaint. Une fête importante qui donne l'occasion aux chrétiens de se souvenir de tous leurs devanciers, rappelés, qui ont marqué positivement le Seigneur et l'Église par la qualité de leur vie. Tout chrétien doit donc aspirer à cette sainteté. C'est le cas des fidèles de la paroisse Nouvelle-Jérusalem, de la cité CIE, qui se sont également rassemblés pour prier et se faire enseigner la voie à suivre. C'est de marcher dans les pas de nos devanciers pour que l'œuvre que le Seigneur nous a confiée, les enseignements qu'ils nous ont laissés, on puisse faire avancer l'œuvre pour qu'au dernier jour aussi, nous puissions être sauvés aussi comme eux. Des fidèles qui sont repartis avec une foi renouvelée et un engagement ferme à mettre en pratique la parole reçue pour suivre les chemins de ceux qui les ont devancés dans les lieux célestes. Comme c'est une journée assez particulière, nous allons continuer de prier pour nos défunts. Peut-être nous avons mis d'autres personnes côté prier pour nos défunts, visiter les différents lieux afin de nous recueillir auprès de ceux que nous avons dévancés n'est pas. Pour que cela soit un enseignement pour nous et pour tous les chrétiens du monde entier. Nous devons imiter ces saints-là aujourd'hui. Nous devons vivre une vie, avoir l'amour, la fraternité, s'aimer, pardonner et surtout vraiment pardonner pour être saints comme ceux qui nous ont précédés. La Toussaint, c'est la fête de tous les saints. Ce jour est l'occasion pour les chrétiens de célébrer la vie de ceux qui ont été de vivants et exemplaires témoins du Christ. Elle témoigne de l'espérance chrétienne devant la mort. Si vous êtes chrétien et que depuis le début de l'année, vous n'avez pas visité vos proches décédés, la journée de ce samedi pourrait être une belle occasion. Le 2 novembre, comme tous les ans, est le jour des morts, commémoré par l'Église. À la veille de cette commémoration, l'une de nos équipes s'est rendue dans les cimetières d'Abidjan. Entre prières et recueillements, les proches n'ont pas tout à fait oublié leurs défunts. Faltia Koulibaly, Eric Kimou. Cimetière de Williamsville. Veille de la fête des morts, mais c'est déjà la visite aux défunts. Ce sont des familles venues faire des prières et déposer des gerbes de fleurs ou se remémorer des souvenirs vécus avec ces personnes disparues. Cet acte, c'est important parce que c'est d'abord un acte de mémorisation et de transmission. Parce que si jamais on continue d'amener nos enfants pour commémorer les gens qui sont morts, eux aussi pourront le faire pour leurs enfants et vont avoir dans leur tête aussi l'esprit de ce que c'est que leurs parents. Nous sommes venus aujourd'hui parce que nous sommes d'une famille laïque, moitié catholique, moitié musulman. Voilà. Aujourd'hui c'est un vendredi saint aussi. Et comme moi je suis musulman, elles sont catholiques. Donc on a décidé ensemble de venir aujourd'hui. Étant donné le mouvement de foule qu'il y a, on a l'habitude de venir après la messe le premier. Sur la tombe, on vient, on prie, on dépose une gerbe de fleurs. C'est l'occasion pour nous quand même de venir leur dire qu'on pense à eux. Direction le cimetière ébrié d'Aboboté. Ici, c'est plutôt calme. Juste quelques personnes venues se recueillir sur la tombe de leurs parents. C'est un rituel pour Valentine et sa famille qui, chaque 1er novembre, se rendent sur la tombe de leurs proches décédés. Ce qu'on est en train de faire, c'est aujourd'hui, premier tout ça, on doit faire. Les catholiques, ils vont venir, matin, ils sont partis à l'église. Ils vont venir le soir pour déposer les bouquets de fleurs. Nous sommes à Aris. Donc pour nous là, on peut venir déposer les fleurs premier Toussaint. Aujourd'hui on est venu, on a lavé la tombe de nos parents.
Au cimetière municipal d'Abobo, pose de gerbes de fleurs et de bougies. On a décidé de mettre des bougies pour se différencier un peu parce que les autres mettent des fleurs et puis c'est pour que sa lumière brille toujours parce qu'il n'est pas mort, il est toujours avec nous. Et puis c'est un moment aussi de l'honorer parce qu'il aimait aussi la lumière. Au-delà de ces personnes venues saluer leur mort, il existe aussi celles qui font de ce jour une opportunité. Bonnie, élève en classe de première, fait partie de ceux-là. Depuis 3 ans, à ses heures perdues, il se retrouve dans ce cimetière, mais beaucoup plus pendant la Toussaint. Aujourd'hui est Toussaint, donc j'aide les gens à nettoyer les tombes de leurs parents et puis on me donne un peu pour que j'avance. C'est mieux que voler quoi. C'est pas tous les jours la même chose. Aujourd'hui, c'est pas 10 000, demain, t'as 1000 francs, t'as ça à la maison. La veille de la fête des morts, les cimetières se transforment en lieux de vie, d'hommage et de souvenirs. À travers le soin apporté aux tombes, les fleurs et les prières, chacun trouve une manière de faire revivre ses proches. Et comme vous venez de le voir, quand arrive la Toussaint et le jour des défunts, un business en particulier connaît un succès, c'est celui de la vente des fleurs. Chacun voulant embellir la tombe de ses défunts s'achète de belles fleurs. Dans le reportage que vous allez voir, nous partons à la rencontre des acteurs de l'horticulture, depuis les champs d'Azaguier jusqu'aux usines de traitement, pour comprendre leur passion. C'est un sujet proposé par Faltia Koulibaly et Chèque Bleu. C'est ici, dans la région de l'Agnébitiessa, que Zongo, horticulteur depuis 30 ans, cultive plusieurs variétés de fleurs, principalement de Heliconia, des tropiques, compacta, cordeline rouge. Pendant la Toussaint et la fête des morts, certaines variétés de fleurs sont plus prisées. Les fleurs qui sont beaucoup demandées, c'est les fleurs rouges. Puisque c'est les fleurs rouges qui expriment l'amour, les fleurs blanches qui expriment la sincérité, les fleurs vertes qui expriment la santé. Donc c'est sur tout cet ensemble de fleurs-là qu'on va couper pour composer les bouquets pour les clients. La Côte d'Ivoire s'impose peu à peu comme un acteur majeur dans la culture florale. Certains types de fleurs sont cultivés pour le marché local, tandis que d'autres sont destinés à l'exportation. Les fleurs, on les envoie aussi, surtout en Europe, en France et sur la Hollande aussi, puisque nos fleurs sont beaucoup résistants en Europe là-bas. Les fleurs qu'on exporte, c'est les Heliconia, les tropiques, le feuillage, c'est-à-dire les Sandriana. Les fleurs qu'on a en Europe là-bas qui symbolisent les circonstances. Ici aussi, nous avons ces fleurs-là aussi, telles que par exemple les fleurs rouges. À quelques kilomètres de sa plantation se trouve l'unité de conditionnement. Bon travail, bon travail. Ouais. Ici, après la récolte, les fleurs suivent un traitement avant d'être mises sur le marché local ou international. C'est avec soin et délicatesse, mais aussi beaucoup d'amour, qu'Awa nettoie-tiges, feuilles et pétales. Il y a des jeunes qui sont là pour ajuster, pour mesurer, couper, et puis nous les femmes, on nettoie. On ne peut pas laver comme habit parce que ça va se gratter, casser. Donc, cette variété-là, par exemple, on ne lave pas, on essuie. Parce que quand on lave là, ça peut gâter. Maintenant, il y a des variétés qu'on lave. On lave, mais avec le chiffon, on le nettoie bien. Cap sur Abidjan, aux 2 plateaux vallons. À cet endroit, les fleurs ont droit à une autre forme de vie. Avec beaucoup de tact, ces fleurs cueillies sont prêtes pour l'emballage. Ici, Issa, vendeur de fleurs, supervise le travail qui se fait. Ici, c'est pour le laboratoire, on compose les bouquets, on fait sortir, on installe dehors et puis les clients voient. Non loin de là, les fleurs sont exposées et prêtes à la vente. Issa, exerçant dans la vente des fleurs depuis plus de 10 ans, se réjouit du chiffre d'affaires qu'il pourrait se faire pendant cette période faste de la Toussaint. Comme c'est une histoire de mort, donc en plupart c'est les bouquets blancs, les gens prennent pour aller déposer au cimetière. Grâce à Toussaint, on gagne plus, parce que les prix augmentent et puis on fait beaucoup aussi. La Côte d'Ivoire produit environ 40 000 tonnes de fleurs, plantes ornementales par an. Elles sont exportées principalement en France, en Hollande et en Belgique. Azaguier, localité dans la région de l'Agnébitiassa,
est la plus grande zone de production. La filière compte s'étendre à d'autres régions du pays. Dans la région du Bunkani, au nord-est de la Côte d'Ivoire, des jeunes et des femmes sortent du chômage. Les activités génératrices de revenus sont de plus en plus visibles. Une avancée acquise grâce au programme AVEC, entendez, Association villageoise d'épargne et de crédit. Le ministre Mamadou Touré, en charge de la promotion de la jeunesse, en visite de terrain dans la région, a fait le constat du succès de ce programme gouvernemental. C'est ce que nous compte Pierre Dipomena. À Bondoyo, commune de Nassian, de nombreux jeunes fondent leur espoir sur l'AVEC. Les retombées de ce programme sont visibles et concrètes dans ce village. Avant, je faisais le commerce, je vendais les pains baoulés, pains qui t'ont. À cause d'AVEC, aujourd'hui, je me suis retrouvée. Non, il n'y a plus qu'à me renforcer. En tout cas, ça va. Une autre bénéficiaire, qui avait des difficultés pour joindre les deux bouts, soutient qu'elle arrive depuis quelque temps à faire face à ses charges et aux dépenses de la famille. Je suis allée prendre crédit dans AVEC là. L'argent que j'ai pris est 20 poissons. Mais dans AVEC là, bénéfice qui est dessus là, quand je gagne ça, je prends ça, je fais beaucoup de choses. Mes enfants sont en ancien et ils vont au collège en ancien. Quand ils viennent comme ça là, je gagne l'argent dedans et puis je les donne. Une fierté pour le ministre Mamadou Touré, qui a saisi l'occasion pour les féliciter et les encourager, avant d'annoncer que les 90 membres des 3 AVEC de ce village recevront chacun bientôt un appui de 250 000 francs pour un montant global de près de 23 millions pour poursuivre la dynamique de solidarité, d'autonomisation et de développement en cours dans la localité. L'impact est là, il y a beaucoup d'espoir au niveau des jeunes, mais lorsqu'on dit espoir, on dit aussi attente forte. Et donc, ayant vu certains parmi eux qui ont eu 1 million, 2 millions, qui ont des activités qui s'en sortent, beaucoup de jeunes aujourd'hui de ce département veulent aussi bénéficier et j'espère qu'ils le pourront à travers cette 3e phase que nous allons lancer et qui devra permettre de prendre en compte pas mal de jeunes dans ce département. Après Nassian, Mamadou Touré a visité les bénéficiaires des autres programmes mis en œuvre par son département dans les localités de Teini, d'Oropo, avec le même objectif, s'imprégner de l'impact des programmes sur les communautés. Ils sont 12 628 jeunes qui ont été impactés au cours des dernières années dans cette région pour un budget de 4 milliards 97 743 020 francs, dont 4 966 jeunes à Bouna, 3 010 à Doropo, 2 302 à Nassian et 2 350 à Teini. Puisque nous sommes à l'intérieur du pays, restons-y. Cette fois, pour faire le constat de la révision de la liste électorale, nous avons sillonné quelques villes, notamment Gagnoa, San Pedro et Boaké, pour constater l'affluence ou non dans les différents centres d'enrôlement. C'est un constat signé Nikiema Moussa. Débutée depuis le 19 octobre, l'opération de révision de la liste électorale prendra fin le 10 novembre prochain. Dans les villes de Koukouézo et Kpapékou, situés à 13 km de Gagnoa, ils sont nombreux à ne pas figurer sur la liste. Franchement, comme je n'ai pas le temps, ça vaut de ça, mon nom n'est pas sur le liste. Sinon, quand j'ai le temps, ça me plaît. Pour aller mettre mon nom sur le liste, sans problème. Angers Hilaire, commerçants, disent ne pas posséder de pièce d'identité. J'ai l'âge de 20 ans. Je n'ai pas ma pièce d'identité. Et j'ai besoin de le faire parce que je prends de l'âge. Si je ne l'ai pas, ça ne m'arrange pas. Pour le moment, j'ai déposé les papiers. Ce n'est pas encore sorti. Et j'espère même un jour voter aussi. Junior, qui a encore en souvenir les conflits liés aux élections, ne se sent plus concerné par la politique. Ils ne sont pas gentils. Non, les paysans, on se tue pour eux, mais et là, en temps de vote, ils prennent les enfants pour les envoyer à Beng. Et puis on tue nos parents pour ça. Donc moi, la partie politique, je n'ai plus aucune part dedans. À San Pedro, la présence des requérants dans les centres d'enrôlement commence à se faire sentir. Pour la plupart, nouveaux majeurs, tous veulent participer à la vie politique du pays. Je suis venue m'enrôler parce que le vote est presque arrivé. Mais cette année, je voulais changer mon lieu de vote. Et il a été voté, donc je suis venu me faire enrôler. Je veux que mon candidat gagne. Je suis là pour me faire enrôler car je n'ai jamais voté et j'aimerais voter cette année. Au départ, ils n'avaient pas l'information, donc c'était un peu lent. Mais quand ils ont eu goût de l'information, ils ont fini par venir. À partir de la 2e semaine que nous avons commencé là, nous avons commencé à prendre assez de personnes. À Boaké, le constat est presque le même. Les nouveaux majeurs se présentent chaque jour un peu plus dans les centres pour avoir leur carte d'électeur. Je pense qu'ils ont pris conscience qu'ils ont un grand rôle dans le choix de leurs dirigeants.
Et c'est le but de cette sensibilisation, de cette visite, c'est de sensibiliser pour que tout le monde s'enrôle. Pour cette opération, la commission électorale indépendante a ouvert quelques 12 000 sites d'enrôlement pour faciliter le processus. Les commerçants du grand marché de Gagnoa ont manifesté leur colère ce mercredi après l'annonce de leur délocalisation temporaire par la mairie. Cette délocalisation, selon les autorités municipales, permettra de réhabiliter le site qu'ils occupent, un site devenu par ailleurs très insalubre. Le récit de Pierre Dipomela. L'annonce d'une délocalisation temporaire des commerçants du grand marché de Gagnoa vers un site de 5 hectares suscite des tensions. Alors que la mairie entend transformer l'espace de l'ancien marché devenu insalubre en un marché moderne, les commerçants grognent. Si construire un marché pour nous, c'est bien, nous sommes contents. Mais présentement, ce que la mairie a proposé pour Gagnoa, pour nous délocaliser, pour aller jusqu'au Barrio, vraiment, tous les cas de commerçants de Gagnoa, actuellement, on a des problèmes. Moi, en tout cas, ça ne me gêne pas. Mais c'est pour aller à Barrio, là. On ne veut pas. On veut rester sur place pour vendre. Si peut nous arranger le marché, nous allons nous arranger un bon marché pour nous. Voilà. Mais aller à Barrio, là, non. On ne veut pas ça. Est-ce que les gens vont quitter les autres quartiers pour aller nous trouver là pour faire marché? Maintenant, là, chaque quartier a son petit marché dans les quartiers. Là. Donc, dans les différents quartiers, chacun a son petit marché. Si vous voulez nous envoyer là-bas, là, comment nous on fait? Donc, nous, vraiment, on ne veut pas partir. On veut rester ici. C'est ici on est. Sur le nouveau site qui va abriter les commerçants, le maire Issouf Diabaté supervise personnellement les travaux. Il justifie cette délocalisation. On construit un peu en désordre et vous voyez souvent même quand il y a l'incendie, il est difficile même aux pompiers de se frayer un chemin afin de partir circonscrire le feu. Donc tout le marché sera rasé. Voilà, on va leur donner jusqu'à mi-janvier voilà, pour pouvoir y gagner ici parce que même si on le dit maintenant, ils nous diront que les fêtes approchent, donc ça va être vraiment difficile pour eux de mélanger et venir sur ce nouveau site. Donc on va permettre à tout le monde de fêter et puis juste après les fêtes, nous allons nous mettre au travail. Le défi est maintenant de taille pour la municipalité qui doit gérer ce mécontentement tout en poursuivant ses projets de modernisation. Ce vendredi, jour férié, n'a pas été de tout repos pour les agents du district d'Abidjan. Ils ont mené une opération de déguerpissement dans la commune d'Adjamé, au quartier 220 logements. Plusieurs commerces et autres installations aux abords des rues ont été détruits. Les habitants des 220 logements, eux, saluent l'opération. Mais les nombreux commerçants impactés parlent quant à eux d'une intervention précipitée. Tout ceci s'est déroulé sous le regard de Salif Alekoué et Chaque Bleu. Commune d'Adjamé, quartier Liberté de 120 logements. Des machines en action, tôt ce matin. Ce site qui abrite de nombreux commerces et son lot de nuisances sonores en ligne de mire. Nous sommes de plein pied dans une grande opération de déguerpissement à l'initiative du district autonome d'Abidjan. On a investi des millions dedans et bien, on ne nous avertit pas. Tout d'un coup, matin, ils ont commencé les casses. Même il y a des coups, il y a les marchandises même enterrées encore sous les trucs des agréments qu'ils ont commis. Bon, nous, c'est pas quoi on va dire, parce qu'on n'a même pas été informés. Je suis commerçant depuis 2014. Vous voyez, c'est ici là, moi je vis et ma femme, je loue ma maison, c'est dans ça là, je prends payer ma maison et puis je prends pour me nourrir. L'argent n'a rien chiché. L'argent est venu chercher au soleil. Vous ne voulez pas les vendeurs ambulants. On n'a pas 1 million si on a payé un magasin. On a lutté, on a eu le petit 10 000, on a pris nos petites places, nos petites tables pour vendre. Notamment, on va vendre encore en novembre, décembre, là. On doit nourrir aussi nos parents, là. Vous êtes venus brûler. On va y ouvrir, là. Des résidents et usagers se réjouissent pour la plupart. Il y a de bonnes casses et il y a de mauvaises casses. Mais celle-ci, par exemple, dans le rond-point des 220 logements, c'est une très bonne casse. Parce que je me posais la question de savoir pourquoi et comment on pouvait laisser des gens construire des toilettes et des magasins dans des ronds-points, en plein rond-point. Et donc, moi, personnellement, je suis entièrement d'accord avec cette action. Nous empêche le sommeil le soir, les bruits, la musique. Bon, avec d'autres vices que je ne vais pas citer ici, alors on était contre ça. Nous sommes partants pour d'assainir pas de nous partir. Au niveau des autorités, l'on souligne qu'il s'agit d'une ferme volonté d'assainir la cité. On veut offrir aux populations un meilleur cadre de vie.
C'est un quartier bâti autour des années 62, 63, 64. Ce quartier faisait bon vivre. Et année après année, on a assisté à une sorte de dégradation. On a assisté à une prolifération de bâtiments autour et d'installations de commerce au pied même des bâtiments. Ce qui fait que la vie à l'intérieur n'était plus une vie saine. Il y aura des mesures d'accompagnement, d'action d'accompagnement. Nous l'avions fait déjà à Djamé. Et les femmes qui étaient aux alentours de la grande mosquée d'Adjamé, qui avaient été impactées, ont été redéployées, réinstallées sur un site à côté. Quelques jours auparavant, le ministre-gouverneur Ibrahim Cissé Bakongo et le maire de la commune, Fariko Soumaoro, ont visité cette zone. Une brigade de lutte contre le désordre a été lancée en juillet dernier, avec entre autres pour mission de libérer les grandes voies de circulation des commerçants ambulants, de lutter contre la mendicité. Les lacs de Kossou et de Buyo ont rejoint en 2024 les cours d'eau concernés par le repos biologique. Jusqu'à hier, jeudi 31 octobre, les pêcheurs mareyeuses et autres acteurs du secteur de la pêche ont dû arrêter leurs activités, mais la mesure a été levée par le ministre des Ressources animales et halieutiques. C'est au cours d'un point presse que l'information a été donnée. C'est ce que nous montrent Mardoché Kwasi et Tanguy Konan. Le ministre des Ressources animales et halieutiques invite les pêcheurs sur les lacs de Kossou et de Buyo à reprendre leurs activités dès ce vendredi 1er novembre à partir de 0h01. La reprise qui fait suite à 2 mois d'arrêt des activités qui ont démarré le 1er septembre dernier pour s'achever le 31 octobre. Après avoir salué et remercié tous les acteurs locaux et nationaux qui ont contribué à la mise en œuvre de cette mesure, le ministre Sidi Touré est revenu sur les défis à relever par ses équipes pour consolider les acquis de la mesure de repos biologique sur les différents plans d'eau. Je suis conscient que pour renforcer les acquis issus de ce repos biologique mis en œuvre sur les différents plans d'eau, mon département doit s'adapter aux défis suivants. L'usage des engins de pêche non réglementaires et les techniques de pêche prohibées, le respect de la réglementation, la lutte contre la pêche illicite. C'est pourquoi je tiens à souligner que cette réouverture ne doit pas être perçue comme un retour à l'exploitation irresponsable et un appel au sens de responsabilité de tous les acteurs au respect rigoureux de la réglementation. Il a ensuite invité chaque acteur de la filière pêche à prendre ses responsabilités pour contribuer à la préservation et à l'augmentation des ressources halieutiques. Je vous invite tous à célébrer ce retour à la pêche avec un engagement renouvelé envers les pratiques durables. Ensemble, veillons à ce que nos eaux continuent d'abonder en vie et maintiennent leur richesse halieutique pour une contribution significative à la sécurité alimentaire et à la création d'emplois. Pour rappel, le repos biologique est en vigueur dans les pêcheries marines depuis 2023 et a été étendu progressivement sur les pêcheries des autres plans d'eau, notamment les lagunes Abi et de Grand Laou d'une part, et les lacs de Buyo et de Kossou d'autre part. L'objectif étant de préserver les stocks des espèces de poissons et garantir leur reconstitution dans les conditions naturelles normales à l'abri de la pêche. Mais avant cette levée du repos biologique décidée par le gouvernement, comment ces acteurs ont vécu ces 2 mois d'inactivité? Était-ce une période de disette? À Buyo, quels sont les souhaits des acteurs pour les prochains repos biologiques et quel bilan dresse-t-on après ce premier repos? Les éléments de réponse de Mardoché Kwasi et Tanguy Konan. Buyo, chef-lieu de département, situé à un peu plus de 400 km d'Abidjan, la capitale économique ivoirienne. Ici, les populations vivent essentiellement de la pêche. C'est le cas de Martine Kobé, la cinquantaine révolue, marieuse depuis plus de 40 ans, qui n'a que cette activité pour s'occuper de son mari malade et de ses 5 enfants. Bien que comprenant le bien fondé du repos biologique, les 2 mois d'inactivité n'ont pas eu que des avantages pour elle. Quand même on va reprendre là, il ne sait plus comment faire pour commencer. Parce qu'on a arrêté là. Un peu que j'avais sur ma main, j'ai mis les enfants, j'ai scolarisé les enfants. Celui qui est malade aussi, il faut que je m'occupe. Si tu n'as pas l'argent, tu ne peux pas vendre. Marie-Louise Nieto, présidente des Marieuses de Buyo et environ, se prépare avec ses camarades du métier à reprendre leurs activités. Tout en saluant cette mesure, qui espère-t-elle va renouveler le stock et le poids des poissons du lac, elle émet quelques réserves
quant à la période choisie et espèrent des mesures d'accompagnement pour les prochaines saisons. Fermer l'eau là, ça nous plaît. Puisque dans ces temps-ci là, on voyait que le poisson de bio était devenu petit. Et puis c'est devenu cher. Mais vraiment, ça nous a surpris. Puisqu'on était à la veille de la rentrée des élèves. La prochaine fois là, avant de fermer le lac, donnez-nous un peu de moins pour qu'on puisse supporter nos familles. Des mesures d'accompagnement dont ont bénéficié certains pêcheurs et leurs épouses de la part du gouvernement, en plus de la sensibilisation et des formations. 12 mois avant, nous avons fait des économies. En deuxième position, nos femmes ont bénéficié d'un projet de l'élevage de poulets. Ça aussi, ça nous a aidés. En troisième, le ministère aussi nous a encore donné des cages flottantes qui nous ont permis, en tout cas, de couvrir ces 2 mois-là. À Buyo, plus de 80% des pêcheurs sont de nationalité malienne. Ils cohabitent et travaillent en toute quiétude avec leurs collègues autochtones. Ils ont abordé cette période de repos biologique, une nouveauté pour eux, avec beaucoup d'appréhension. Au final, ils s'en sont relativement bien sortis en mettant à profit ces 2 mois sans pêcher. On se donne des coups de main. Ceux qui ont un peu de moyens donnent un peu à ceux qui n'ont pas de moyens pour passer les 2 mois là. On a réparé les pirogues, on a réparé les filets, on a réparé les fumoirs. On a fait tout ça pour être prêt à la reprise. Au moment où s'achèvent les 2 mois de repos biologique sur le lac Buyo, le premier du genre, le directeur départemental des ressources animales et halieutiques de Buyo dresse un bilan positif, malgré quelques velléités de contournement, très vite maîtrisées grâce à l'appui logistique apporté par la tutelle. Le ministère, à travers le projet PAPS Gouv, a mis en place 60 étangs piscicoles pour pallier au déficit du poisson qu'il y aurait pendant la période du repos biologique. À ces 60 étangs piscicoles, il faut ajouter encore 4 cages flottantes octroyées aux organisations professionnelles de bio pour les permettre de trouver une autre activité alternative pendant cette même période de repos biologique. Le repos biologique à plus de 80% a été une réussite. D'une superficie de 920 km², le lac Buyo, créé en 1980, couvre le tiers du territoire de cette localité. 250 à 300 ménages vivent de cette activité, pratiquée par près de 700 pêcheurs, à l'aide de 500 embarcations. De janvier à octobre 2024, ce sont 618 tonnes de poissons qui ont été pêchés sur le lac de Buyo. Et voilà, c'est l'essentiel de ce que vous devriez savoir aujourd'hui. Retour de l'information sur NCI demain, 12h50. Merci aux équipes techniques et de rédaction. Merci à vous aussi de nous avoir suivis. Excellent week-end sur la nouvelle chaîne ivoirienne.